Le gouvernement vénézuélien s'apprête à acheter près de 10 000 tablettes sur table fabriquées en Haïti. L'annonce a été faite par le Premier ministre Laurent Lamotte alors qu'il visitait l'entreprise de confectionnement des tablettes sur table. Le chef du gouvernement, accompagné du président de Petro-Caribé, Bernardo Alvarez, a révélé que ces produits sur le marché vénézuélien contribueront à changer l'image d'Haïti sur le plan international. Nous sommes très heureux de cette première commande passée par le Venezuela à Haïti de 10 000 sur table, ce qui va très certainement créer plus d'emplois, ce qui va certainement améliorer l'image d'Haïti à travers le monde et faire savoir au Venezuela et les pays latino-américains et sud-américains qu'en Haïti, on produit la technologie, nous sommes dans l'électronique aussi, et nous produisons d'excellentes tablettes sur table de qualité et très certainement les étudiants vénézuéliens pourront faire l'expérience eux-mêmes. Nous sommes très reconnaissants envers Petro-Caribé et le Venezuela pour cette coopération unique. Nous avons acheté de Haïti 10 000 tablettes, seulement pour commencer. Nous avons un programme qui est un programme d'aider tous les enfants dans les écoles avec des moyens technologiques modernes. Et ça sera une très bonne nouvelle pour tous les étudiants vénézuéliens. Et je pense aussi que c'est une production qui peut, on peut penser d'avoir des relations économiques dans tous les pays de Petro-Caribé. Je pense que venant d'Haïti, tout le monde va être très prêt d'avoir les produits technologiques qui ont été produits en Haïti. La loi dominicaine sur la nationalité baptisée loi Medina est qualifiée d'acrobatie juridique par Maître Montferrier d'Orval. Réagissant sur la promulgation de ce texte qui doit régulariser la question de la nationalité suite à l'arrêt 168-13 de la Cour constitutionnelle dominicaine, le juriste explique que le problème n'est pas résolu. La loi, fraîchement promulguée, n'est que l'application de l'arrêt xénophobe, selon Montferrier d'Orval, qui dénonce certaines actions des autorités haïtiennes dans le traitement de ce dossier. Le gouvernement haïtien, en rencontrant la délégation dominicaine, peut-être que par méconnaissance, par ignorance, peut-être qu'ils n'ont pas lu l'arrêt, ils ont été signer quelque chose avec les Dominicains. Ça a été une erreur. Il fallait pas signer. Et ils ont reconnu qu'il fallait faire, ils ont admis qu'il fallait avoir un plan de réalisation. J'ai écrit un article pour dire le cap après la signature de cet accord qu'ils ont fait avec les Dominicains. Le cap, c'est vers la Cour interaméricaine des droits de l'homme. J'ai dit que le gouvernement, peut-être que SPAI, sans avoir ignoré qu'ils ont entériné, je dis, l'arrêt. C'est l'accord. J'ai entendu que, oui, ça relève de la souveraineté dominicaine. Mais ils n'ont pas lu. Il faut une consultation juridique. Il y a une décision qui est sortie en 2005 du tribunal de la Cour interaméricaine des droits de l'homme. La souveraineté en matière de nationalité, le pouvoir souverain de l'État est limité. La Cour interaméricaine dit maintenant, ce pouvoir connaît un processus restrictif. Cette souveraineté doit être limitée. Le statut migratoire n'est pas transmissible à ces points. Un État ne peut pas invoquer le statut migratoire pour enlever la nationalité des personnes. La République dominicaine a signé la convention, Haïti a signé la convention, a ratifié la convention. Ils ont ratifié la convention. Donc vous êtes né par cette convention. Les conventions internationales font corps avec la constitution dominicaine et s'imposent à toutes les autorités dominicaines. Mais les juges ont violé cette convention. Les juges en violant la décision de la Cour interaméricaine des droits de l'homme, ils ont violé la convention. Donc Haïti, nous sommes concernés. Ce sont des congénères. D'autant plus qu'en allant signer l'accord avec les Dominicains, Haïti s'est reconnu, intéressé, concerné par cette décision. Et effectivement, nous sommes concernés. Haïti ne saurait être indifférent. Un comité conjoint de haut niveau Haïti-ONU a été constitué
dans le but d'éliminer le choléra en Haïti. Présenté ce mardi et coprésidé par la ministre de la Santé publique et la représentante du secrétaire général des Nations Unies en Haïti, Sandra Honoré, ce comité témoigne de la volonté du gouvernement de prioriser la voie de la négociation pour parvenir à l'éradication de la maladie dans le pays, selon le Premier ministre Laurent Lamotte. Sans omettre de dégager les voies et moyens pour l'encadrement de la proximité des communautés et de façon spécifique des personnes affectées par le choléra en Haïti, votre mandat essentiel est de développer toute stratégie possible et nécessaire pour parvenir à l'élimination du choléra en Haïti. Chemin faisant, vous aurez à mobiliser des fonds, à définir des priorités financières, à prendre des décisions exécutives de haut niveau, à veiller à ce que l'affectation des ressources correspondantes aux priorités établies par le gouvernement haïtien et aussi s'assurer des gestions optimales, efficaces pour arriver à un résultat qui est celui qu'on attend tous, qui est l'éradication du choléra en Haïti. Et ceci, la Commission devra travailler d'arrache-pied pour y arriver. Parce que chaque Haïtien attend ce résultat. La voie est désormais tracée. Le peuple haïtien, dans cette crise où il a été imposé comme acteur, est las d'attendre. Il nous observe et attend que nous l'accompagnions vers l'attente de son dessein. Que Dieu vous soit en aide. Pour sa part, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en Haïti et vice-présidente du comité a réaffirmé la volonté de l'Organisation mondiale de lutter aux côtés des autorités haïtiennes dans la recherche de solutions au problème du choléra. Le lancement aujourd'hui du comité de haut niveau pour l'élimination du choléra en Haïti, initié à la demande du Premier ministre Lamotte et soutenu par le secrétaire général Ban Ki-moon, va permettre de franchir une nouvelle étape et d'intensifier les efforts en vue de l'élimination de la transmission du virus du choléra. Opérant dans le cadre du Plan national d'élimination du choléra 2013-2022, auquel la ministre vient de faire référence, le comité de haut niveau analysera les progrès et les défis afin de définir les priorités d'action pour le gouvernement et le système des Nations Unies. Un accent particulier sera placé sur la situation de l'eau et de l'assainissement dans le pays, qui demeure un défi important et l'obstacle principal à l'élimination de l'épidémie. Un programme d'assainissement en cours d'élaboration sera discuté par le comité de haut niveau, qui aura également à considérer un accompagnement social et économique en faveur des communautés affectées, comme prévu dans les termes de référence approuvés pour le travail du comité. Je tiens à souligner la détermination des Nations Unies de continuer à appuyer le gouvernement d'Haïti dans ses efforts d'amélioration de la santé publique et de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement. Le président du Sénat de la République appelle à la formation d'un conseil électoral crédible et qui inspire confiance. Pour Dieu seul Simon Dera, les 7 personnalités qui constituent l'actuel CEP ne sont pas en odeur de sainteté. Invitant le chef de l'État à retourner à la table des discussions avec le Sénat, Simon Dieusseul Dera persiste et signe en disant que les élections n'auront pas lieu le 26 octobre comme prévu au cas où la situation politique perdure. Si des membres de la société civile émettent des doutes sur la crédibilité du Conseil électoral provisoire de 7 membres, le président du Sénat, lui, ne mâche pas ses mots, qualifiant l'institution de Conseil électoral présidentiel. À l'issue d'une conférence de presse ce mardi, Dieusseul Simon Dera s'en est pris aux représentants des pouvoirs exécutifs et judiciaires au CEP. À tour de rôle, l'élu du centre a présenté des hommes et femmes dont le passé est, selon lui, obscur, donc pas catholique. Pour Dieusseul Simon Dera, ces personnalités devenues aujourd'hui conseillers électoraux
ne pourront que ternir l'image de cette institution prestigieuse. On prend CSPJ. Il y a deux images virtuelles qui prêtent serment. Deux images virtuelles, c'est deux anciens employés du ministère de la Justice. Comment fait le ministère de la Justice? C'est eux qui vont deux anciens employés à le représenter dans le CSPJ. Ça a montré clairement que l'exécutif là contrôle le CSPJ. Vous avez un contrôle exécutif là. Vous prenez Chantal Raymond, c'est petit Claude Raymond, et qui voit Claude Raymond devient le 29 novembre. Maître Canton, qui était chef cabinet Émile Jonassin, après le premier coup d'État, et qui si je dis c'est avocat et Jean-Claude Duvalier. L'autre prend Madame Lamure, encore Duvalier. Rejetant une nouvelle fois l'accord d'El Rancho, Dieuseul Simondira souhaite que l'exécutif rappelle ses 3 représentants au CEP en les remplaçant par d'autres. Plus encore, il plaide pour l'application de l'article 289 de la Constitution, comme le veut le groupe des 6, ce qui laisse donc planer des doutes sur de bons résultats en ce qui concerne les pourparlers engagés entre les présidents des 2 chambres. Bon, je dis à Matera quoi. À quoi sont encore monnaie, à quoi un petit bébé qui fait, même si le fait là, le mourir dans le ventre. Un CEP de 7 membres sur lequel pèsent des suspicions, une loi électorale inexistante, le slogan du président Martelly, élection tête droite 26 octobre 2014, ne se concrétisera pas, prévoit Dieuseul Simondira. Comme pour dire que les quelques semaines passées à discuter à l'hôtel El Rancho en février dernier n'ont rien changé dans le paysage politique, le président du Sénat invite le chef de l'État à la table d'un vrai dialogue. Pour me répondre à la question élection tête droite là, pas une élection tête droite qu'a fait là. Ça qu'a fait là, ça qu'a préparé là, c'est peut-être échec anticipé. Bon, eux président pourquoi appliquer, pourquoi ajouter dans pile Elio. C'est échec. Donc moi c'est eux ça là vont pointer là, s'il pas fait bac sous côté le bras là. Maintenant comment il va faire bac? Président a choix dialoguer avec Sénat. Il a un choix puisque quelqu'un contrôle CSPJ, rappelez nous moun font changement. Pourquoi si on veut corriger ça que fait là, ça que fait là pas une base constitutionnelle. Il n'y a pas de base légale, il n'y a pas de base consensus. Le bras de fer entre l'exécutif et le Sénat persiste, alors que l'on est presque à la fin du premier semestre de l'année 2014. Une situation qui fait déjà craindre un 4e année sans l'organisation des élections sous le régime tête-calé. Des jeunes ont intégré le Rassemblement des démocrates nationaux progressistes, RDNP. C'est ce qu'a annoncé Mirlande Hippolyte Maniga, qui rencontrait la presse ce mardi. Elle a également ajouté que cette formation politique se renforce et vient donc de se doter d'un nouveau local. Tu as déjà gagné à RDNP un groupe de la jeunesse. Anciens jeunes avec nouveaux jeunes, ils ont fusionné. On peut dire qui est-ce qui est nouveau, qui est-ce qui est ancien jeune. Ils ont connaissent ensemble. Ça veut dire que jeunes ils ont gagné un canal de communication. Il y a un contact que vous êtes capable de faire entre eux, que nous-mêmes, les aînés, nous avons besoin de connaître. Et ça a marché. Ils sont assez intelligents pour dire que bon, il y a un parti qui existait depuis 33 ans. Il y a un pile de bagages pour y apprendre de partir, philosophie partir, idéologie, principe et tout, histoire partir. Il y a son parti qui a une histoire. Enfin, nous prenons local à partir du 1er juin. On connaît que T234, route de Delma, Lila dans Kem, comme souvenir, mais l'écrasé net. Mais alors là, nous gagnons un local qui est dans Delma 49. Numéro 19, Delma 49. Qu'on y a, nous dans le stade de nettoyer, préparer, etc. Et c'est à partir du 1er juin que nous allons entrer officiellement. Les investissements ont augmenté en Haïti de 30%, c'est ce qu'a annoncé la directrice générale du Centre de facilitation des investissements. En marge d'une cérémonie de remise d'équipements, Norma Powell a indiqué que cet accroissement a été enregistré pour la période allant d'octobre 2013 à mars 2014, ce qui donne un total de 252 millions de dollars d'investissements locaux et étrangers. Madame Powell, qui salue cette augmentation, estime que le pays est réellement ouvert aux affaires. Elle encourage donc les hommes d'affaires à continuer d'investir en Haïti. Il y a une augmentation de 25% des investissements en Haïti, étrangers et locaux. Ce ne sont pas seulement des investissements étrangers, il y a des Haïtiens aussi qui investissent. Ça, c'était pour l'année dernière. En comparaison, octobre 2013 à fin mars 2014, il y a eu un glissement annuel 30% d'augmentation. Jusqu'à date, nous en sommes à peu près à 252 millions de dollars d'investissement. Comme j'ai dit, tant locaux qu'internationaux. Et nous espérons que tous les acteurs jouent leur partition. Nous avons des lois aussi qui doivent être passées au Parlement.
Donc, parce qu'il faut quand même moderniser le cadre légal des affaires, par exemple le commerce électronique, l'utilisation de la carte de crédit, la signature électronique, le e-governance, ce qui va permettre à travailler beaucoup mieux et de manière plus efficace au sein du gouvernement, mais à travers et de manière électronique, ce qui jusqu'à présent n'est pas légal. Nous n'avons pas de loi qui régissent ce genre d'activité. Nous encourageons tout le monde effectivement à venir investir. Il y a énormément de possibilités en Haïti. Je pense que nous avons un gouvernement qui est pro-affaires, qui est pro-business. Ils ont fait beaucoup de démarches à travers le monde pour dire que Haïti avait changé de page, que nous sommes ouverts aux investissements, que nous accueillons tout le monde et que nous voulons aussi que les Haïtiens ils sont ouverts aussi à faire des partenariats avec des investisseurs étrangers.